Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief. Depuis plusieurs années, c'est toute l'Europe qui est gagnée ou commence à être submergée par une vague électorale droitière. En Grèce, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Suède, en France. Au fil des élections, les partis de droite ont confirmé leur bonne santé sur la quasi-totalité du vieux continent. Puis il y a eu les élections européennes, à l'issue desquelles l'extrême droite a progressé et le Parti populaire européen a conforté son statut de premier groupe politique au Parlement européen. Il était déjà dans le Parlement sortant, il est encore un peu plus au point que pour ce qu'on appelle les top jobs de l'Union européenne, les top jobs ce sont les postes élevés, commissaires, les postes importants, les postes de direction, les fonctions de direction, commissaire, président du Conseil de l'Europe, président de la Commission européenne. Donc au point que pour ce qu'on appelle les top jobs, Ursula von der Leyen, la présidente sortante, est pressentie pour sa propre succession. Ainsi, le groupe de la droite conservatrice enregistre des députés supplémentaires au sein de ses rangs et formera le premier groupe. Cela étant, ces 27 élections euronationales sont à appréhender selon leur contexte et déterminants divers et différents. Mais on peut d'ores et déjà noter deux éléments concernant l'extrême droite en Europe. Elle est disparate et dispersée, donc difficilement unifiable, mais elle monte, le deuxième élément, inexorablement. Et si on ajoute les voix des conservateurs et réformistes à celles d'identité et démocratie, ce sont deux groupes, on est sur un total d'environ 140 eurodéputés, plus que pour les socialistes et démocrates, qui est un autre groupe. Au vu des hésitations qui marquent la désignation au top job, on peut conclure à une certaine confusion, ou du moins opacité, des perspectives. Les trois groupes qui sortent néanmoins perdants de ces élections sont le groupe SED, Social-démocratie, le groupe Renew et le groupe des Verts. Et tout le monde attend ce qui va se produire dans les rangs de l'extrême droite. En deuxième partie, en fin d'émission, nous envolerons vers l'Iran, qui, après la mort inattendue et prématurée de son président, Brahim Raïssi, en mai dernier, vote pour désigner le successeur de son défunt chef d'État. Alors avec nous pour analyser le scrutin continental et aussi parler de l'Iran, Abdelhamid Belkhattaab, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Adnan Benchkroun, vous êtes économiste et directeur de l'ODJ Média. Merci d'être avec nous. Zakaria Gartier, vous êtes économiste et acteur associatif. Merci d'être avec nous. Merci à vous trois. Donc, on commence par cette droitisation de l'Union européenne, ou ce qu'on peut appeler une droitisation, cette tendance à la droitisation. On commence par vous, Adnan Benchkroun. Est-ce qu'on peut véritablement parler de droitisation de l'Europe et de l'Union européenne? Et si oui, pourquoi, d'après vous? D'abord, il faut préciser certaines choses. Si on parle de droitisation, on ne parle pas d'extrême droite. Dans le passé, on a vu des alternances entre les socialistes et la droite dans des mouvements d'alternance normale. Aujourd'hui, ce qui prend forme, c'est l'arrivée et cette confusion entre la droite et l'extrême droite. Donc effectivement, on voit une petite montée. Si on prend l'Europe, on voit une augmentation significative de 60 députés pour les trois groupes de l'extrême droite et une stabilité à droite, une chute des sociodémocrates et une chute des écologistes. L'extrême droite, c'est qui? C'est les trois groupes, entre autres le RN, qu'on peut appeler extrême droite jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas des fascistes, mais ce qu'on peut appeler aujourd'hui, parce que les barrières sont en train d'être confondues, c'est une droite dure, une hyper-droite. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite dans l'explication fasciste des années 30, etc. Mais c'est une droite qui s'est banalisée pour se faire accepter par l'électorat européen. Et on voit arriver ces 60 nouveaux députés au Parlement européen qui formeront un groupe. S'ils arrivent à s'entendre, ils seront 178. Et juste pour comparer, le PPE, qui reste stable, la droite classique, c'est 179. Donc là, on voit une droite, 179, et députés, et une extrême droite éparpillée avec le même poids. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va rejoindre qui? La question, à mon avis, mathématique ne se pose pas. Là où il y a un débat, c'est que les idées de l'extrême droite ou de la droite hyper sont en train de ruisseler chez la droite. C'est ça le vrai enjeu. Et on le retrouve au niveau national, aussi bien en France, en Allemagne, en Pologne et en Italie, où les idées qui sont poussées par, disons, une classe moyenne ou une classe populaire qui ne se retrouve pas dans cette configuration de la mondialisation heureuse, ces idées-là se retrouvent beaucoup dans la droite classique, se retrouvent un peu dans la social-démocratie,
Et les mouvements qui étaient à la mode comme l'écologie sont en train de reculer partout. Ce qui me fait dire, c'est que c'est un phénomène intéressant. Rappelez-vous, l'écologie était portée par des écologistes, mais ils n'ont jamais gouverné. Mais les idées de l'écologie, on les retrouve aujourd'hui chez les socialistes, chez la droite, chez l'extrême droite, chez les socialistes et les communistes. Donc il faut surveiller le glissement et le ruissellement des idées plutôt que des députés, un classement, ils sont logés ici, il y a des alliances, surtout qu'il y a une grande confusion sur le Parlement européen, c'est que le Parlement européen, c'est des alliances, c'est un raisonnement par groupe, par projet, et parfois on voit qui vote un tel vote avec un tel sur des sujets particuliers. Ce n'est pas le bloc majoritaire contre. On fait des alliances, mais il y a une stabilité énorme vu les résultats mathématiques. C'est très compliqué, on va essayer de débroussailler tout ça parce que les partis de droite nationaux ne sont pas forcément ce qu'on va retrouver à Strasbourg, qui est là où il y a le siège du Parlement européen. Pour l'extrême droite, alors Abdelhamid Belkhtab, Adnan Benchkouloun nous dit d'une certaine manière que l'extrême droite aspire quelque part à la droite, ou que la droite rejoint l'extrême droite sur un certain... Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a encore une différence entre droite et extrême droite au niveau européen? Vous pouvez aussi parler des droites nationales si vous voulez, mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Mais avant, on va déjà mettre un cadre. On oublie la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien qu'extrême droite, ça ne renvoie pas vers le fascisme, ça ne renvoie pas vers le nazisme, donc on va de l'extrême droite maintenant en 2024. Oui, effectivement, depuis un certain temps, on assiste dans l'Union européenne et partout dans le monde aussi une certaine droitisation du débat public, donc un glissement graduel vers les sujets qui sont traités classiquement par la droite conservatrice, à savoir l'immigration, le rapport à l'Union européenne, le rapport au monde aussi. Finalement, ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas véritablement un glissement vers un fascisme quelconque, mais tout simplement vers une droite souverainiste. On voit très bien que la droite souverainiste prend de l'élan petit à petit et finalement, elle a pu, et c'est là où il y a la force de cette droite, elle a pu encadrer le débat public en Europe tout entière. Et finalement, les questions de l'immigration, les questions de l'islamophobie, les questions du terrorisme, les questions de l'Union européenne, des questions comme celle-là sont devenues au centre même, n'est-ce pas, du débat public. Et à un moment donné, lorsqu'on joue sur le terrain de la droite, on finit tout simplement par être encadré par l'idéologie et par la philosophie conservatrice de la droite. Et si c'est ce qui arrive à un moment donné, lorsque même la gauche est tombée dans les pièges, la gauche a commencé à discuter et à débattre des sujets qui sont traditionnellement des sujets de la droite. Et justement parce qu'il a glissé vers des sujets comme l'immigration, la gauche n'avait pas de réponse claire à apporter à l'Union européenne. Et à un moment donné, elle s'est piégée elle-même, la gauche européenne, dans la mesure où il était incapable d'apporter des solutions à la mondialisation, à la perte aussi du pouvoir d'achat des Européens, à cette question de grand remplacement, entre guillemets, et de l'immigration. Finalement, la gauche n'avait pas de réponse prête, tandis que la droite souverainiste avait des réponses simplistes, évidemment, mais ce sont des réponses qui pouvaient tout simplement être récupérées sur le plan des campagnes électorales et finalement convertir, ce sont des éléments qui peuvent convertir une certaine opinion européenne en vote. Et c'est ce que nous voyons actuellement en Europe. Alors, qu'est-ce qui fait Zakaria Garti, pour revenir à ce que disait Abdelhamid Belkhtab, la gauche commence à pomper un peu les programmes, commence à adopter le même langage ou les mêmes éléments de langage que la droite, qui elle-même a repris certaines idées de l'extrême droite. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce glissement vers la droite dans l'Europe? Je sais que vous êtes économiste, c'est une question plutôt philosophique. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce glissement, surtout de la part d'un continent qui a connu tant d'idées, tant de révolutions et d'évolutions, et qui fait que là, il y a un passage vers l'extrême droite et un peu partout. Adnan Benchkouloun a donné
si on devait agréger l'ensemble des extrêmes droites, moi j'avais dit 140, il a fait un meilleur calcul que moi, il a 180 à peu près. Qu'est-ce qu'il a fait? 178. Voilà. En fait, vous avez parlé à juste titre de ce glissement vers la droite qui s'opère et qui se fait depuis plusieurs années. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le vote pour l'extrême droite en Europe, moi je ne le qualifie plus de vote sanction, mais plutôt d'un vote d'adhésion. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adhésion aux idées de l'extrême droite. La question que vous avez posée, vous avez dit c'est une question philosophique. Oui, en effet. D'abord, moi je pense que la réponse est la volonté des Européens d'avoir toujours des États-nations. Je pense que l'Europe s'est construite ces dernières décennies sur une idée que le fédéralisme, le régionalisme, le supranational pourraient remplacer l'État-nation. Et en réalité, non. Nous avons toujours besoin d'États-nations et les Européens veulent toujours ces États-nations. Et ils l'ont exprimé même à partir de 2005 avec le rejet du projet de constitution européenne, en France par exemple, qui a été voté contre à plus de 60%. Donc il y a une volonté d'avoir des États-nations forts. Et donc aujourd'hui, le vote pour l'extrême droite est en partie pour ces États-nations. Ça, premièrement. Deuxièmement, parmi les raisons, il y a un rejet de l'establishment politique actuel. Donc c'est à peu près la définition du populisme. On ne veut plus des élites politiques actuelles qui sont loin des préoccupations du peuple. Et aujourd'hui, on voit que dans les élites politiques actuelles, limite, et dans l'Europe, une menace contre la démocratie, puisque aujourd'hui, vous avez des bureaucrates européens à Bruxelles et ailleurs qui ne sont pas élus et qui ont un poids dans la prise de décision beaucoup plus important que des élites politiques élues dans les différents pays européens. Après, quand vous parlez de droitisation de l'Europe, bon, il y a deux choses. Est-ce que vous parlez du Parlement européen? Et là, dans ce cas, je ne pourrais pas parler de droitisation extrême du Parlement européen, mais puisque les équilibres n'ont pas été bouleversés. Les grands blocs sont ce qu'ils sont actuellement. Même le CR, qui représente l'extrême droite, a progressé de 70 sièges à 83. Mais les équilibres n'ont pas été bouleversés. Mais si vous parlez de droite nationale, oui, je vous l'accorde, 3 des principaux pays européens virent de plus en plus à droite, à savoir la France, à savoir l'Allemagne et à savoir l'Italie. L'Italie aujourd'hui est gouvernée par quelqu'un d'extrême droite, Madame Meloni. Elle fait alliance avec le parti de Berlusconi, Forza Italia, et c'est tout à fait drôle de voir, j'écoutais des fois des analystes politiques italiens qui définissaient le parti de Berlusconi comme une formation de centre-droit, alors que ça n'est pas du tout du centre-droit. Et vous avez aussi le cas de l'Allemagne, où le parti AfD devient le deuxième parti d'Allemagne, et c'est un parti qui flirte avec des idées nazies. Et vous avez parlé de plusieurs pays européens. Si vous me permettez de me donner 30 secondes, c'est Boustin. Moi, il y a un pays où la montée d'extrême droite m'étonne énormément, vous n'avez pas cité, qui est le Portugal. Le Portugal, vous avez un pays qui est contre l'extrême droite réellement. On disait même au Portugal qu'il n'y avait pas de droite, puisque depuis la révolution des œillets en 1974 et la chute du régime de Salazar, on allait plus vers la gauche parce qu'on avait peur de l'extrême droite. Aujourd'hui, vous avez un parti qui s'appelle le parti Chega, qui a eu 19% aux élections législatives il y a quelques mois au Portugal, et dont le président, M. de Ventura, n'a aucun mal à remettre en cause les institutions du post-salazarisme en disant que ma victoire, c'est une revanche sur les institutions post-président Salazar. Donc il y a une crise profonde de la démocratie que connaît aujourd'hui et qui se manifeste par l'augmentation et par la croissance de l'extrême droite. Alors, quand vous dites les équilibres n'ont pas été bouleversés, Zakaria Garci, c'est encore plus inquiétant, parce qu'un changement brutal implique un autre changement brutal dans le sens opposé. Oui, tout à fait. Mais je dis par exemple qu'en France, les équilibres sont en train d'être bouleversés. Alors justement, vous avez cité les 3 plus grands pays, parmi les 4 ou 5 plus grands pays en termes de démographie, que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ont les plus gros contingents de députés européens, parce que c'est proportionnel à la démographie. Et donc s'il y a une bascule assez forte dans ces pays-là, on peut supposer que dans le prochain préfigure une bascule encore plus. Alors tout ça, c'est parce qu'on peut considérer... Alors, on a l'âge que nous avons, donc la France a peur, on se rappelle de cette formule. Maintenant, moi je veux dire, c'est l'Europe qui semble avoir peur, l'Europe qui a peur. Alors,
De quoi elle a peur? C'est un continent, comme disait Joseph Borrell, le représentant sortant. C'est un jardin, elle est entourée d'une jungle, etc. De quoi peuvent avoir peur les 500-600 millions d'Européens? C'est une très bonne question. Merci. Parce que, justement, il y a eu un deal entre les peuples européens, ceux qui voulaient construire cette Europe, pour la paix, et ils ont délégué ça à ce qu'on appelle le cercle de la raison. Et ce cercle de la raison était censé faire de la croissance, augmenter le pouvoir d'achat d'une classe moyenne, assurer une sécurité, une démocratie libérale, etc. Ce contrat a été perturbé, d'abord par un vécu, deuxièmement, les peuples européens ont compris, avant Bruxelles, que l'Europe décline. Pourquoi elle décline? Elle décline, c'est là où la peur va venir. Elle décline parce qu'elle n'a pas les moyens de financer la transition écologique. En même temps, la transition digitale. Et en même temps, la transition électrique. Et en même temps, la transition vers une guerre, une économie de guerre qui va coûter énormément au budget de toute l'Europe. Devant cette impossibilité, les gens ne sont pas bêtes. Ils comprennent que ce cercle de la raison, finalement, nous a promis la paix. Aujourd'hui, on a une guerre à côté et nous n'avons pas les moyens de croire dans l'offre de cercle de la raison. Donc, lorsqu'on ne croit plus dans ce cercle de la raison qui était à la fois le centre droit et le centre gauche, le contrat est rompu. Et lorsqu'il y a un contrat rompu, on va chercher quelqu'un d'autre, ce qu'on n'a pas essayé. Sauf que, et vous l'avez vu en Italie, chaque fois que la droite ou l'hyper-droite ou l'extrême droite arrive au pouvoir dans une alliance, au niveau national, immédiatement, ceux qui arrivent au pouvoir comprennent que l'Italie toute petite, toute seule, ne peut rien faire par rapport aux défis que j'ai cités. Et le réflexe automatique, c'est qu'ils reviennent à la raison. Donc nous sommes de ce basculement. On veut essayer d'autres personnes et que ces personnes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, s'aperçoivent, Madame Le Pen arrive à l'Élysée. Et puis elle s'aperçoit, elle est pour la préférence nationale. Elle est pour une Europe. C'est comme Giorgia Meloni qui a régularisé 500 000 migrants clandestins. En commençant le pouvoir à dire je ne peux pas résoudre ça tout seul, je dois être dans l'Europe. Et immédiatement, Bruxelles récupère le pouvoir en lui disant oui, la solution est européenne, vous devez passer par ça, par ça, par ça. Nous sommes dans ce mouvement où l'arbitre, la population, l'électorat européen, est en ballottage. C'est un moment de transition. Mais quel que soit X, les spécialistes, lorsqu'ils regardent la courbe de comment évolue la productivité aux États-Unis et en Europe, le différentiel est tel que l'avenir est très compliqué pour l'Europe. Ils ne peuvent pas s'en sortir. La productivité est faible par rapport à la concurrence chinoise et américaine, et les ressources sont très limitées, parce que l'Europe perd les relais africains, perd les ressources naturelles, perd, etc., etc., etc. Donc c'est un dilemme dans lequel nous allons vivre les 10 prochaines années. Que va devenir de cette Europe? Est-ce qu'elle va exploser? Est-ce qu'elle va s'adapter? Est-ce qu'il y a une nouvelle élite qui va proposer une autre offre pour convaincre ces gens-là? Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre politique convaincante. L'électorat se cherche et on voit ces poussées à droite, extrême droite, et on voit même des poussées de temps en temps d'extrême gauche. Sachant que la droite française, la nouvelle droite française, elle se prétend préférence nationale, et je vous parie que demain, elle ne fera ni préférence nationale, ni repli national, elle reviendra à la droite classique. Je retiens cette expression de nouvelle droite française. C'est comme si vous aviez gommé la droite classique, la droite centriste. Elle a explosé. On ne parle pas de la France là, mais effectivement, je note cette... J'aimerais bien ajouter quelque chose. Bien sûr. Ce basculement vers la droite n'est pas toujours un mouvement rationnel et rationaliste, non. Je dirais, il y a une certaine rationalité cognitive, mais il n'y a pas de rationalité, je dirais, arithmétique. Ce n'est pas un calcul de machine. Les gens ont peur. Nous sommes entrés dans l'ère de l'incertitude. L'Europe est entrée dans l'ère de l'incertitude.
Et nous savons très bien qu'à partir du moment où l'Europe s'est agrandie à 27, le coût de la décision, le coût des choix stratégiques devient beaucoup plus élevé qu'auparavant, à 6 ou à 12. Nous sommes à 27. Surtout lorsqu'on a intégré des États qui ne partagent pas les mêmes valeurs, je dirais, de la droite, mais aussi de la gauche classique en Europe. Et finalement, le coût de la décision, le coût des orientations stratégiques est devenu beaucoup plus élevé. Et à un moment donné, les gens basculent parce qu'ils ont peur. Et la peur fait naître chez l'individu un certain nombre de réflexes de survie. Le réflexe de survie, c'est quoi? On a trop ouvert les portes, maintenant on va les fermer. Donc le souverainisme ici, c'est un réflexe que je dirais bestial même. C'est animal, c'est-à-dire nous avons peur, on va fermer les portes et on va essayer de voir ce que nous avons et se barricader contre ce monde qui veut nous dévorer. Est-ce que l'Europe a perdu véritablement son pouvoir? Je ne crois pas. L'Europe est toujours au centre du monde. Surtout lorsque nous parlons de l'Union européenne avec l'Amérique. Il y a une alliance très... Je parle du monde occidental. Le monde occidental est soudé. Et ce qui se passe actuellement contre la Russie et contre aussi les Israéliens... C'est l'Europe qui t'a rimé aux États-Unis. Voilà, contre les Palestiniens. On voit très bien qu'il y a une unité, une union aussi d'intérêts, une union aussi de vision concernant le monde. Donc c'est un bloc, finalement. Effectivement, l'Union européenne peine... on va laisser l'Union européenne peine énormément. Et après, parce que pourquoi? L'Union européenne s'est bâtie sur ce qu'on appelle la rationalité habermasienne, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la raison, comme vous l'avez dit, l'emporte sur les intérêts particuliers et égoïstes de chacun. Et finalement, que chacun d'entre nous va apporter ses solutions, va essayer de convaincre les autres, et comme ça, on va créer une solidarité et une unité. La pensée habermasienne n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que cela suppose tout simplement que les gens sont semblables, que la raison humaine est semblable et que la rationalité, à un moment donné, est la même pour tout le monde. Or, la rationalité et la raison n'est pas quelque chose qui est réparti équitablement. Les Européens de l'Est ont une autre rationalité qui est acquise durant 70 ans de communisme, n'est-ce pas? Et il est différente de la rationalité occidentale, anglaise, par exemple, ou française. C'est sympa, les amis. Merci. Vous me servez chacun la transition pour l'autre. Et vous venez de le faire pour Zakaria. Alors, on parle de cette peur. Moi, je pense, c'est ce qui est dit un peu, plus ou moins par-ci, Abdelhamid. La peur est nationale. Le vote est peut-être européen, mais la peur reste nationale. Vous avez commencé par parler du Portugal, mais si on doit parler de l'extrême droite espagnole plutôt vers le sud, c'est autre chose. Frères d'Italie, vous en avez parlé. Il y a l'extrême droite en France, on voit ce que c'est. Il y a l'extrême droite en Autriche et l'extrême droite, le fameux Geert Wilders aux Pays-Bas. Donc, ce sont des peurs qui sont nationales. Comment est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça, le fait que ce soit une peur et pas de la raison, mais c'est vraiment une réaction viscérale, une réaction animale, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Et si vous pensez que oui, est-ce que finalement cette notion même d'institution européenne devrait peut-être être révisée vers quelque chose que j'ignore, mais ça ne marche pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Non, bon, d'abord, ça ne peut pas marcher parce que beaucoup des pères fondateurs de l'Europe ont imaginé l'Europe en tant que bloc homogène. Vous avez raison, l'Europe n'est pas un bloc homogène. Un Portugais n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un Polonais. Et un Portugais ne veut pas être un Polonais, il veut toujours être un Portugais. Et un Polonais tient à son identité nationale et à ses propres craintes, ses propres peurs, ses propres aspirations. Et un Allemand ne veut pas continuer ou un Hollandais ou quelqu'un qui est dans un pays du Nord ne veut pas continuer à financer le train de vie très dispendieux de pays comme l'Italie ou la France avec des déficits budgétaires records. Ils viennent se faire tirer les oreilles d'ailleurs. Bien sûr, d'ailleurs, ils se sont fait tirer les oreilles par la Commission européenne, pas plus tard qu'hier, pour les 6 pays qui ont un déficit budgétaire extrêmement important, dont 2 pays qui sont des pays moteurs de l'Europe, à savoir la France et l'Italie, dont le déficit budgétaire a dépassé 6%, dépasse 6% cette année, alors que vous avez l'Allemagne en face, qui est le champion de l'orthodoxie
budgétaire européenne et dont le déficit budgétaire est extrêmement bas et qui ne veut plus financer le train de vie très élevé des autres pays européens. Sur la question de la peur, oui, il y a une peur, bien évidemment, elle est légitime. Il y a une peur des États qui ne sont pas capables, des élites politiques qui ne sont pas capables à trouver des solutions au déclassement social que vivent plusieurs populations européennes. Nous avons connu une succession de crises très fortes depuis 2008. Vous avez la crise de 2008, vous avez par la suite ce qu'on appelle les la crises... permacrise. Exactement, vous avez aussi la crise du Covid, la crise inflationniste, etc. Et certes, les États européens ont été là pour aider leur population, mais ça n'était pas suffisant pour empêcher le déclassement que vivent les Européens. Il y a aussi la peur de l'immigration. Et la peur de l'immigration, pour moi, n'est pas une peur forcément des flux migratoires qui arrivent, mais de la gestion du changement identitaire que l'Europe connaît, du fait de ces populations qui sont venus d'autres pays, de pays africains, arabo-musulmans, etc., et qui aujourd'hui sont une composante importante en Europe et qui essaient d'imposer des fois, ou qui ont leurs pratiques culturelles, religieuses, etc. Il y a des pans entiers de la société européenne qui n'acceptent plus cela. Quand vous parlez de la peur, des fois, elle n'est pas justifiée. Esther Duflo, économiste française, prix Nobel d'économie, avait fait une étude sur l'immigration et la perception d'immigration. Et en fait, elle avait conclu qu'en Italie, par exemple, on pense qu'il y a 3 fois plus d'immigrés que réellement d'immigrés, elle a dit. Vous avez le chiffre des immigrés sur l'Union européenne? Quelqu'un a le chiffre? Savoir combien il y a? Je ne me rappelle plus, mais elle avait dit dans un de ses livres que le livre... 19, voilà, merci. Mais elle avait dit que le nombre de clandestins qui arrivent ne dépasse pas 300 000 par an sur une population de 500 millions. Donc c'est epsilon. Mais l'effet que cela assure le mindset de la population européenne est beaucoup trop important. Donc voilà, il y a toutes ces conjonctions de peur qui fait que les populations européennes vont de plus en plus vers la droite. Mais sur la question aussi de la démocratie qui est menacée, je pense que c'est un point qui est réel. Rousseau disait que la démocratie et le peuple ne doit pas être le roi d'un soir et doit participer tout au long d'une législative à la prise de décision, ce qui est de moins en moins le cas avec une élite bureaucratique basée à Bruxelles et qui décide de l'avenir des Européens. Une élite bureaucratique et un peuple digitalisé. Un peuple digitalisé, et tout cela loin des choix démocratiques que ces peuples ont fait auparavant. Vous voulez réagir, Adnan? L'idée sur l'Europe, au départ, parce qu'il faut comprendre d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé en route. L'idée était très intéressante, même en élargissant, sachant que certains pays n'avaient pas encore les conditions de rejoindre. Mais ce cercle de la raison avait fait le pari qu'avec le temps, on pouvait converger, que les pays pouvaient converger au niveau social, au niveau croissance, au niveau richesse, etc. Et ils se donnaient le temps dans ce sens-là, à partir de 89-90, lorsque le mur est tombé. Ça, c'était une grande opération. Et l'opération avait commencé, Or, il arrive qu'on ne pouvait pas faire l'Europe en même temps que la mondialisation. Il y a eu ce problème, parce que la mondialisation dit Inde, Chine, la concurrence extérieure à l'Europe. Internet aussi, donc à l'époque c'était un peu compliqué techniquement. Et en même temps que cette mondialisation, qui n'arrivait pas à être heureuse pour les classes moyennes européennes, et retardait cette convergence économique, sociale et fiscale des différents pays, arrive une série de crises, et on se retrouve. L'Europe ne peut pas faire. L'Europe, la mondialisation, gérer les crises et se battre contre les États-Unis. Là où je diverge avec vous, professeur, c'est que les États-Unis, le jour où l'Europe a décidé de faire l'euro, s'est vu en danger. Donc, on est alliés, mais je vais tout faire pour casser votre économie pour que vous ne puissiez pas forcément remplacer le dollar avec l'euro. Et ça, on le voit. Les États-Unis, oui, c'est un bloc avec l'Europe, mais sous mon chapeau, sous mon armée, mes bombes, etc. Vous achetez... depuis le plan Marshall, hein, c'est pas nouveau ça. Absolument. Donc l'Europe, même l'euro. Ce n'est pas un bloc à égaux. C'est 500 de consommateurs, rester des consommateurs,
faites votre politique, vos chansons, le tourisme, etc. Achetez les armes, c'est moi, l'OTAN, c'est moi, etc., etc. Et lorsqu'il s'agit de voter, sauf quelques cas au niveau de l'ONU, vous votez comme on vous dit de voter. Donc, en même temps, l'Europe, la mondialisation, une série de crises financières, pandémie, sécheresse, inflation, guerre, le système ne tient pas. D'où la réaction de la population. Certains diront de la foule. Ce que vous dites est universel, ça vaut pour toutes les populations du monde entier. Oui, oui, mais là on le voit, on assiste à cette problématique sur laquelle il y a des poussées au niveau des nations européennes de chaleur, à droite ou à gauche, mais les gens sentent que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. C'est pire parce qu'ils pensent que ça ne peut pas marcher, même avec ceux qu'on peut remplacer. Le doute est sur même les prochains qu'on va choisir. On n'a plus confiance le centre de Macron, on n'a pas forcément confiance le groupe socialiste et on n'a pas confiance, on a un doute sur la droite. Regardez le DLM, je prends la France parce que les Marocains connaissent mieux la politique française que allemande ou italienne. À certaines variantes près, c'est ce qui se passe un peu dans les autres pays, c'est-à-dire un manque de confiance. Peut-être pas vraiment les mêmes blocs, mais... C'est des vitesses différentes. Allez-y comme ça, je sens qu'il brûle d'impatience, qu'il veut réagir aussi. Non. Mais avant que vous réagissiez, Abdelhamid Ben Khattab, je rejoins les deux amis sur ma gauche, donc pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que vous disiez, bon, l'Occident est uni, que l'Europe, d'après ce que vous avez dit, plus ou moins, l'Europe est quand même forte. Mais on voit une Europe qui est arrimée aux États-Unis, on voit un ordre international qui est en train de changer. Quand on parle de mondialisation, on voit les deux nouveaux qui arrivent, la Chine et l'Inde, avec le problème russe, avec une Afrique qui s'émancipe, une jeunesse qui remet tout en doute. Et j'ai l'impression que l'Europe, finalement, elle patauge, elle se cherche sans se trouver. Finalement, c'est un peu ça. Oui, absolument. Il y a un monde qui est en train de changer. Il y a une nouvelle dynamique. Nous sommes passés d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, et puis maintenant nous sommes en train de converger vers un monde multipolaire, avec l'Inde, la Chine et d'autres régions qui arrivent. Voilà, le BRIC aussi. Donc finalement, le monde change, effectivement, mais le monde change et crée de nouvelles incertitudes, parce qu'en changeant, il y a une crise. Le changement, c'est aussi une crise. Et justement, il y a déjà une étude qui a été faite depuis longtemps. Il y a un livre qui s'appelle « La société des risques ». Eudlech l'avait écrit dans le début des années 2000, n'est-ce pas? Et la société des risques, les États n'ont plus à résoudre des problèmes classiques déjà connus, mais ils ont à résoudre des problèmes dont ils n'ont aucune information, dont ils ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de les encadrer, de les traiter. Vous avez le terrorisme, vous avez une économie mondiale qui échappe totalement aux États. La souveraineté des États sur le plan économique devient de plus en plus, je dirais, réduite. Et il y a aussi la digitalisation du monde qui a réduit, comme peau de chagrin, la souveraineté des États. Et finalement, les États doivent traiter des questions qui ne sont pas des problèmes qui ne sont pas créés par les États eux-mêmes et dont ils n'ont pas véritablement des moyens pour les traiter. Même les États-Unis d'Amérique n'ont pas véritablement une grande emprise sur les GAFA, sur ce qui se passe dans le monde. Même les États-Unis d'Amérique, sur les mouvements terroristes, la même chose. Et finalement, le problème qui se pose là, on est entré dans une phase d'incertitude totale, où personne n'a véritablement... Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est quasiment un dieu terrestre. Il y a les dieux célestes, le dieu céleste qui gouverne en quelque sorte les galaxies et tout. Et puis il y a le dieu, cette machine qu'on appelle l'État, qui est censé apporter des réponses à tout. Il doit tout savoir, tout pouvoir et tout prévoir. Et justement, l'État, de cette manière-là, ne peut pas véritablement gérer tout cela. Et en fin de compte... Vous avez raison. La différence, c'est que les Américains n'ont jamais promis ce modèle. Les Européens ont promis à leur peuple ce modèle de protection. Je suis d'accord avec ça. C'est à leur histoire, à leur grande histoire. Le problème là, pourquoi devant cette incertitude, les gens se droitisent? C'est simple. Il y a cette peur de déclassement. Lorsqu'il y a ce flux migratoire qui arrive... Pour les gens, la droite, c'est l'ordre, la droite, c'est la sécurité, la droite, c'est le pauvre, le déclassé ou le dernier de la chaîne en France ou aux Pays-Bas, là, j'ai peur. J'ai peur de... Pourquoi? Parce que les nouveaux migrants arrivent justement aux ceintures des villes.
C'est-à-dire ils vont occuper justement cette place qui était la leur. Et finalement, pour se démarquer de ces nouveaux pauvres, on vote pour des gens qui défendent justement des valeurs qui sont contre les pauvres eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a cette peur de déclassement, de tomber dans les rangs des immigrés. Finalement, qu'est-ce que je fais comme citoyen? Je vais voter pour la droite, finalement pour des partis qui défendent les entreprises, les grandes entreprises, qui ne défendent pas justement les pauvres. Et finalement, c'est toute la question qui s'est posée déjà aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi les pauvres votent à droite? Et on se demande pourquoi est-ce que les gens votent contre leur propre intérêt. Cette peur de déclassement explique beaucoup de cela. Je reviens au cercle de la raison de l'OCDE. Absolument, les chiffres, absolument. L'Europe, chiffre à l'appui, a besoin de 80 millions de personnes d'ici 2040. Absolument, vous avez raison. Ouais, si on lisait, alors, mais ça les va gens en contradiction. Ne comprennent pas cela. Ça va en contradiction justement à ce que vous disiez vous-même quand vous parliez de ces les différents défis qu'il y a, la digitalisation numérique, etc., etc. Si les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprendront pas l'autre non plus. Donc je pense que l'électorat général, la masse des électeurs n'a pas véritablement compris. Elle est animée par un sentiment instinctif, un sentiment animal, un sentiment de peur, sans qu'elle comprenne les différents enjeux. Alors, Zakaria Garti, je sais que vous avez le sens du détail, que vous avez une connaissance pointue de l'économie du monde et d'Europe en particulier, du Maroc encore plus particulièrement. Si vous deviez résumer cette économie ou synthétiser cette économie européenne en termes industriels, mais aussi en termes de disparité, on sait que l'Europe est un grand machin finalement. Quand il était à 6, puis à 9, c'était bien, mais jusqu'à 12. Après, ça a commencé à faire vraiment, c'était du bric et de broc, avec le respect pour tous les pays. Différence entre Est-Ouest, différence entre Nord et Sud, différence entre pauvres et riches. Quel est l'état de l'Europe maintenant, actuellement? Sur quoi on se bat? Vous savez, en l'an 2000, l'Europe était le premier PIB au monde. Aujourd'hui, l'Europe est le 3e PIB au monde, après les États-Unis et la Chine. Donc, il y a eu un déclassement. Il y a un recul de la croissance européenne au fil des années, notamment ces 20 dernières années. Quand on voit aujourd'hui les perspectives de croissance que présentent le FMI et la Banque mondiale pour l'année 2024, vous avez à peu près une croissance mondiale en 2024 qui serait de 2,9%. Vous avez 5%, entre 5 et 6% pour les tigres asiatiques. Vous avez 2,2% pour les États-Unis cette année et pour l'Europe, 1,5% ou 1,6%. Et quand vous rentrez à l'intérieur de ce qu'est l'Europe, vous avez les deux moteurs de l'Europe, la France, 0,6 et l'Allemagne, 0,4 ou 0,3. Donc aujourd'hui, si les États-Unis sont loin devant l'Europe, cet écart va s'accentuer encore avec une croissance aux États-Unis qui est 3 fois supérieure à ce qu'est la France et 5 fois supérieure à ce qu'est l'Allemagne. Donc vous vous rendez compte de l'écart qui va se creuser encore. Et quand on parle de l'Allemagne aujourd'hui est dans une situation économique catastrophique parce que tout le modèle économique allemand est à revoir. Sur le gaz russe. Avec une énergie qui a été basée sur le gaz russe. Et donc l'Allemagne, qui a toujours eu l'énergie pas chère et qui a construit son modèle industriel sur une énergie pas chère et sur un export compétitif, vous avez tout à fait raison, et aujourd'hui on est en train de perdre ce modèle-là. On est en train de perdre cet avantage, je ne dirais pas absolu, mais cet avantage compétitif. La même chose pour la France, a une croissance extrêmement faible qui ne dépasse pas 0,5%, même si la France, en termes d'IDE, reste un des pays les plus attractifs en termes d'IDE, et la French Tech est une réussite réelle. Mais aujourd'hui, quand je vois principaux acteurs de la tech mondiale se disent peut-être qu'on ne va plus rester en France, ou qu'on ne va plus faire autant d'investissements dans la French Tech avec l'arrivée probable du Rassemblement national dans quelques années. Le problème, c'est que si vous voulez créer plus de croissance, on aura besoin de soutien de l'État plus important. Et le problème avec les déficits budgétaires que vous avez à 5 ou à 5,5%, c'est très compliqué. Donc vous avez recours à la dette pour financer la croissance. Aujourd'hui, le spread de la France est très haut, très cher. La dette française est très chère. Elle est même plus chère que la dette portugaise.
Alors que le Portugal est 2 points en dessous en termes de classement ou en termes de notation. S&P, Fitch, etc. Donc l'Europe se trouve dans une situation extrêmement compliquée et l'écart avec les États-Unis va encore plus se creuser parce que les Américains, pendant cette période de Covid, n'ont pas eu la même crise énergétique. Et puis, soyons honnêtes, les Américains ont cette capacité à attirer les meilleurs talents et les meilleurs investissements dans le monde. Il arrive à l'Europe parce qu'il arrive à l'Afrique. Je lisais récemment, pour vous donner un exemple. Déménagement massif de matières grises et de talents et de compétences. Je vous donne un exemple, c'est Aziz Boussaki, très parlant. Je lisais récemment un article sur le pourcentage des ingénieurs dans les études supérieures. Et donc, on dit plus il y a des ingénieurs dans un pays, plus le pays est fort industriellement parlant, ce qui est logique. L'Allemagne, c'est à peu près 20 à 25% des études dans le supérieur qui sont des ingénieurs. La France, c'est 15-17%. La Russie, à peu près la même chose. Les États-Unis, à votre avis 6,5%. Parce qu'ils piquent les Et pour autant, c'est aux États-Unis on a le plus de brevets au monde, c'est aux États-Unis on a le plus de prix Nobel dans le monde, et c'est aux États-Unis on a les plus grosses industries. Parce que c'est aux États-Unis qu'on paye le mieux au monde. Mais parce que c'est les États-Unis qui ont ce soft power et cette capacité à attirer les meilleurs talents. Et le dollar avec lequel ils payent. Absolument. Vous savez, les ingénieurs qui partent là-bas, les offres qu'on leur fait, c'est vraiment des trucs mirobolants. À côté, l'Europe ne fait pas tellement le poids. Alors merci pour cet exposé très clair sur l'économie, parce que pour résumer, synthétiser l'économie d'un continent aussi disparate, aussi éclectique que l'Europe, il fallait le faire. Merci beaucoup, Zakaria Gartier. On termine sur ce chapitre-là avec vous. Rajouter quelque chose ? Alors, vous allez rajouter ce que vous voulez, mais théoriquement, on a terminé cette partie, mais vous allez aussi être aussi succinct que lui sur les relations qu'il y a entre le Maroc et l'Union européenne économiquement. En quoi le Maroc est important pour l'Union européenne et inversement, même si on mord un peu sur le deuxième sujet. Réponse très simple. Contrairement à ce qu'on dit, le Maroc est très intégré à l'Europe. C'est notre premier fournisseur, notre premier client. Et les taux d'intégration de l'économie marocaine à l'Europe sont énormes. Si vous enlevez le cas du phosphate qui est exporté au niveau mondial, de façon mondiale, vous allez arriver à des chiffres incroyables. Il y a même nous sommes plus intégrés que certains pays membres de l'Union européenne au niveau import-export. Donc la demande adressée au Maroc et les investissements étrangers vers le Maroc, c'est quelque chose de très lié. Ce n'est plus à démontrer. Oui, le Maroc cherche à diversifier l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique, etc. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une vision de puissance régionale de Sa Majesté. Tout ça, c'est bien, mais ça, c'est les 10, 20 prochaines années. Ça se construit. Mais actuellement, date d'aujourd'hui, nos relations avec l'Europe, on est mariés. Hein. Ils nous fournissent, on les fournit. Il y a la géographie, on n'a pas de carte, mais ce n'est pas la peine. Absolument, il y a la géographie. Absolument, c'est la géographie. Malheureusement, l'histoire aussi. À droite, ça ne marche pas très bien, non, la à droite, géographie. Pas trop, non. Donc on voit en bas et on voit en haut. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette Europe-là, avec qui nous avons ce niveau de relation et d'interdépendance, aujourd'hui, on vient leur dire, vous devez investir dans l'économie de guerre. Il faut rajouter 2 points de PIB sur votre budget, alors qu'ils étaient tranquilles et les Américains jouaient ce rôle. Aujourd'hui, la transition écologique, il faut subventionner les gens, sinon vous allez avoir les gilets jaunes. L'emploi est en danger à cause de... vous n'avez pas fait assez de recherche et développement sur l'intelligence artificielle et l'emploi est menacé par l'intelligence américaine de Google et de OpenAI, etc. Ils ont tellement de choses à financer, ils n'ont pas plus de marge de manœuvre parce qu'il y a une dette incroyable. Donc ça devient c'est ça ce que je vous dis. Les Européens ne sont pas bêtes. Ils ont compris que c'est une mission impossible. Et voilà, on fait quoi ? Justement, c'est une bonne question. C'est ce qu'ils essayent de faire. On fait quoi ? On va essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné. Ils sont dans ce... Oui, c'est ce qu'on... avec les résultats qu'on voit, qui ne sont pas les meilleurs. Oui, mais tout le monde est réduit à la main. Il n'a pas de solution. Le problème, c'est qu'il y a un blocage de sortie. On ne peut pas faire l'écologie, l'énergie, la transition digitale, l'économie de guerre, en même temps qu'avec une dette énorme. C'est une mission impossible. Il faut qu'ils se réinventent. Et aujourd'hui, certains think tanks sont en train de se réunir en Europe pour dire, bon, il faut arrêter votre
orthodoxie économique. Si je peux me permettre une boutade, ça me rappelle un peu, vous me rappelez un peu dans votre manière d'argumenter Raymond DeVos. On va parler de quoi? On va parler de rien. On va parler de rien. Comment on va faire des choses avec rien? Si j'arrive à vous faire rire avec des sujets aussi sérieux, c'est déjà pas mal. Mais bon, il y a des sujets sur lesquels parfois on peut mettre de la légèreté. Ça fait passer la pilule plus gentiment. Alors il nous reste à peu près 7 à 8 minutes pour le sujet Iran. Donc le 19 mai, je dirais un peu plus d'un mois, l'hélicoptère qui transportait le président iranien Ebrahim Raisi s'est écrasé au nord-ouest du pays, dans l'Azerbaïdjan oriental. Tous les occupants ont été tués, alors que les élections sont forcément prévues cette semaine pour le remplacer. Alors c'est 85 millions d'Iraniens, une très forte inflation, 40%, chômage élevé, dépréciation record de la monnaie nationale, le riel, par rapport au dollar, et le rial, et un taux de croissance de 5,7%, ce qui est quand même assez curieux, sachant que ce pays-là, c'est plusieurs décennies de sanctions et d'embargos, c'est des problèmes sociaux, c'est une mauvaise gestion de la société et de la politique aussi par les dirigeants actuels. Mais il y a un axe qui a été fait, qui a été élaboré, qui a été établi avec les Chinois, donc sur 25 ans, un truc avec 400 milliards de dollars sur les infrastructures surtout. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Si vous deviez en 2 minutes chacun résumer un peu quels sont les enjeux politiques, internes et diplomatiques. Je sais qu'en 2 minutes c'est très grave, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. J'ai 2 points sur ce sujet, un par minute, très lourd d'ailleurs, dont on ne peut pas rire, bien entendu. Il y a le sujet de la bombe nucléaire iranienne qui est au service du régime iranien et non pas du peuple iranien. Pourquoi? Parce qu'un régime qui est isolé, un régime qui est seul contre tout le monde, a besoin d'une bombe nucléaire pour dissuader les autres, pour ne pas tomber. C'est tout simple. Et un régime, avoir une bombe chez un voisin dont on ne sait pas véritablement ce qu'il fait et dont on ne sait pas les arrière-pensées, là, il y a un problème chez les Européens, mais aussi chez les voisins de l'Iran. Deuxième question, le deuxième point, c'est que les Iraniens, le régime iranien est un régime qui est en train de perdre de l'influence, du terrain. Pourquoi? Parce qu'on l'a isolé au point où il n'a plus d'issue que celle de se rabattre justement sur les Chinois. Les Chinois ont une stratégie qui est extraordinaire, c'est celle de récupérer tous les marginaux du monde. Et justement, on fait de l'argent, ce sont des marchands de guerre, ces gens-là. C'est-à-dire, on récupère tous les marginaux du monde et on fait du business avec eux, et comme ça, on peut faire du business avec la Corée du Nord. Avec de politique intérieure. Voilà. Et finalement, cela est perturbateur aussi de l'ordre régional au Proche-Orient, mais aussi de l'ordre international. Donc, relation avec la Chine et bombe atomique. Adnan Benchkroun, vous avez aussi 2 minutes. 2 minutes. J'y veillerai. Moi, les élections en Iran, pour moi, c'est un non-événement. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas émergence d'une démocratie. Dire ça donc, aussi, oui. c'est comme les élections en Russie. C'est pour ça qu'on a laissé 6-7 minutes, parce qu'en fait, pas trop d'élections. Il n'y a pas c'est un non-événement. Ça ne veut pas dire que l'Iran n'est pas un événement dans la géopolitique de la région. Oui. Sur les chiffres, j'ai des doutes. Je commence à avoir des doutes depuis la guerre d'Ukraine, tout ça. Les institutions internationales me donnent des chiffres un peu bizarroïdes. Je ne comprends pas très bien. Il y a des contradictions. On m'avait dit que l'économie russe allait s'écrouler. L'économie russe ne s'est pas écroulée. Les chiffres qu'on avait au début ne sont pas les chiffres du FMI. Etc. Bon, j'ai un doute sur les chiffres de la crise économique soi-disant de l'Iran. Moi, je sais que c'est un pays fermé. Les élections, c'est les conservateurs qui vont gagner. Ils vont continuer leur politique d'essayer d'avoir la bombe atomique, d'avoir des proxys au Moyen-Orient pour négocier des rapports de force avec les États-Unis et autres. Et ils ont tenté un coup de poker avec l'Arabie Saoudite. On va voir dans quel sens ça va évoluer. Et ils ont réussi à rejoindre un groupe qu'il ne faut pas négliger, les BRICS. Et donc, il y a quelque chose qui a bougé. Ce n'est pas seulement un grand pays non démocratique qui subit les sanctions. Non, ils ont réussi une ouverture.
on attend la suite. Alors, il y a cette imbrication, vous ne l'avez pas dit, cette imbrication, je ne prends pas de votre temps de parole, Zakaria Agarty, rassurez-vous, cette imbrication du choix des candidats à la présidentielle avec les gardiens, l'Assemblée des gardiens, l'Assemblée des experts, donc on balise tout ça, et après on en sort 5 ou 6 qui sont dans les bonnes grâces de Khamenei, qui est le guide. D'ailleurs, Ahmadinejad, l'ancien président, a été un conservateur ou un réformatiste compatible pour faire le show. Bon, moi, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Si Adnan. Moi, je pense que la seule élection, le seul événement qui pourrait m'intéresser en Iran serait l'identité du successeur de Khamenei. Voilà. D'ailleurs, le président décédé il y a quelques semaines était pressenti peut-être pour lui succéder, car ayant travaillé à ses côtés depuis des années, depuis qu'il était juge dans les années 80, etc. Mais le plus important, c'est en Iran de savoir qui serait le successeur de Khamenei. Sur la situation économique, vous avez parlé tout à l'heure de croissance de PIB de 5%. Bon, 5% quand on a une inflation de 40%, c'est négatif, d'abord. Et deuxièmement, ce qui est marrant, une anecdote, le PIB de 2024 de l'Iran serait le même exactement que celui de 2011. Donc on vient de revenir au niveau de 2011, c'est-à-dire l'année juste avant le début des sanctions américaines en 2012. Donc depuis 2012 jusqu'à 2024, c'est des moments où on vit dans les sanctions, dans des sanctions qui sont très lourdes, à part 2 ans d'embellie entre 2016 et 2018, une inflation très forte. Seule chose positive, une industrie manufacturière relativement résiliente. On a un PIB industriel en Iran qui est entre 15 et 20%, ce qui est élevé parce que c'est le système D. En fait, les Iraniens ont créé un écosystème industriel pour fabriquer des pièces de rechange, etc., pour faire face à l'embargo américain et européen. Mais c'est un régime et un pays qui fait beaucoup de mal à ses voisins, et qui fait de mal non seulement à ses voisins, mais à d'autres pays qui sont un peu plus loin, en essayant de s'ingérer et de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. C'est le moins que l'on puisse dire. Merci beaucoup à vous, Zakaria Agarty. Merci à vous, Adnan. Merci à vous, Abdelhamid Belkhtab. Et merci à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine dans le débrief sur Média 1 TV.